L'histoire de Montmorillon remonte aux temps les plus reculés. Très tôt, des hommes s'installèrent sur l'escarpement qui domine la vallée de la Gartempe. Les Romains y auraient posé les premières constructions. Clodomir, le fils de Clovis, y fit construire un sanctuaire en l'an de grâce 507. Plus tard, les conquérants arabes s'y seraient repliés après la bataille de Poitiers, puis s'y installèrent, ce qui aurait donné le nom à la ville, le Mont des Morts, Montmorillon. Au XIe siècle, le premier seigneur connu de cette ville, Ranulphe, y fit construire son château et l'église Notre-Dame. Depuis lors, en 1078, une terrible rumeur envahit la chrétienté. Les infidèles se sont emparés de Jérusalem. Et en s'emparant de Jérusalem, bien sûr, ils se sont emparés du tombeau du Christ. Alors il faut partir là-bas pour les en chasser. C'est l'époque des croisades qui commence. Et les hommes les plus pauvres, les enfants les plus pauvres, les femmes les plus pauvres vont partir, soutenus uniquement par leur foi, pour tenter de chasser les infidèles. Et bien sûr, la plupart d'entre eux périront au cours de ce voyage. Ils vont périr de maladies, d'épidémies, ils vont être la proie des bandits de grand chemin, et puis, souvent, ils ne supporteront pas les climats qu'ils vont traverser. Quelques années plus tard, nous sommes en 1095, très exactement novembre 95, le pape Urbain II vient prêcher la croisade à nouveau à Clermont. Et les preux chevaliers de la région se disent, il faut que nous partions en croisade, il faut que nous irions là-bas. Et parmi ces preux chevaliers, il y a un Montmorillonnais, il y a Robert Dupuy. Robert Dupuy va partir. C'est un croisé. Mais il connaît les dangers. Et puis surtout, il a une sorte d'angoisse. Qu'est-ce que c'est que ces infidèles? Puisque ce ne sont pas des créatures de Dieu, quelle forme ont-ils? Des monstres? Des créatures du diable? Il se jure une chose, s'il en revient, il se dévouera toute sa vie aux pauvres. Et d'autre part, il reconstruira l'hospice qui avait été fondé par 3 saints hommes et qui est en bien mauvais état. Et Robert Dupuy, protégé seulement par la Croix-Rouge, qui représente sa foi et qu'il a sur sa cotte, s'en va en croisade. Il part très exactement le jour de Pâques, le 21 avril 1101. Et il va revenir. Oui, il va traverser les mers, il va rejoindre Jérusalem, il va se battre pour le Christ et il va revenir. Et quand il revient, eh bien, il applique ses vœux. Il va en effet se consacrer aux indigents et il va restaurer la construction qu'il avait promis de restaurer. Et puis, c'est ainsi que va naître la Maison Dieu et l'Octogone, dont l'architecture d'ailleurs rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et l'on dit, ça c'est la légende qui le dit, que sous l'Octogone, il y aurait la dernière demeure de Robert Dupuy. En cette année 1356, la bataille de Poitiers est un désastre pour les armées françaises. Ils ont perdu, et avec cette défaite, le royaume de France va perdre le tiers de son territoire. C'est le traité de Bretigny. Mais à partir de 1368, Charles V entreprend la reconquête. Pour cela, il a à ses côtés un homme assez extraordinaire que tous les enfants de France connaissent d'ailleurs, c'est le connétable Bertrand du Guesclin, un homme de guerre tout à fait extraordinaire. Et lui, il a compris que les grandes batailles en ligne, ça ne réussissait pas aux armées françaises de cette époque. Il vaut mieux faire des coups de main, des embuscades, on dirait aujourd'hui des commandos, et prendre l'adversaire par surprise. Il y a également le siège autour des villes, bien entendu, un siège rapide pour conquérir la cité. C'est ce qui se passe en juillet 1372, lorsqu'avec 3000 lances, du Guesclin arrive sous les murailles de Montmorillon, car Montmorillon est occupé par les Anglais. Il faut reconquérir Montmorillon. Alors, on assiège, on affame, et puis Bertrand du Guesclin se dit, j'ai 3000 lances, j'ai quand même
de nombreux soldats, je pourrais peut-être, d'un coup de force, m'emparer plus rapidement de la ville. Pour cela, on creuse une mine dans le mur d'enceinte, on fait un grand trou. Dans ce trou, on bourre de poudre, on met une mèche, on allume, tout explose, et par cette brèche, eh bien, on pénètre dans la ville. C'est ce qu'ils font. La mine explose, les hommes pénètrent, ils poursuivent les Anglais. Alors les Anglais se réfugient dans l'église Notre-Dame et dans le château. Il faut les en faire sortir. Pour cela, très simple, on met le feu à l'église Notre-Dame. Ils vont sortir comme cela. Mais le château, il faut encore y pénétrer. Et là, à nouveau, une immense porte de chêne. Alors pour défoncer les portes, à l'époque, une méthode, le bélier. C'est une poutre énorme, maniée par des dizaines et des dizaines d'hommes, qui se précipitent contre la porte avec le bélier, et le bélier, à force de frapper contre la porte, finit par la défoncer. Alors on rentre, l'épée au poing, et là, chacun pour soi, on essaye d'anéantir l'adversaire. C'est ce qui se passe. Ils rentrent, ils anéantissent la garnison, c'est la bataille, le sang coule, les poitrines sont percées, les têtes tombent, et Bertrand du Guesclin et ses hommes sont vainqueurs et s'emparent donc de Montmorillon. Alors Bertrand du Guesclin, bien entendu, va remercier Dieu. Il va le faire dans l'église Notre-Dame incendiée. Il va demander pardon également de cet incendie, mais il faut parfois en passer par là pour reconquérir le royaume de France. Par contre, le château, qui était très très abîmé par la reconquête, eh bien, lui restera une ruine et ne sera jamais reconstruit. À cette époque aussi, un chevalier de grand renom hérita de la seigneurie de Montmorillon. Le noble homme Étienne de Vignolles, dit La Hire, reçut cette récompense du roi Charles VII pour ses bons et loyaux services dans la guerre contre les Anglais. Il fut aussi un des plus fidèles compagnons de Jeanne d'Arc et donna son nom à un valet du jeu de cartes, le valet de cœur. Le chevalier La Hire repose aujourd'hui dans la chapelle Saint-Laurent. Une stèle nous en rappelle le souvenir. Et pourtant, ce XVIe siècle avait si bien commencé. La Renaissance. On avait redécouvert l'Antiquité, César, ses philosophes. La France se couvrait de châteaux d'agrément, où les rois et les princes venaient séjourner pour leur plaisir, pour leur distraction. On voulait oublier la guerre de 100 ans, la guerre, toujours la guerre. On voulait la paix. Et voilà que dans un ciel sans nuages, éclate une nouvelle guerre, mais pire que les autres. Une guerre entre Français, une guerre civile. La guerre de religion entre protestants et catholiques. Alors tout le monde y va. Selon sa tendance, eh bien, le peuple, comme les seigneurs, tout le monde y va. Tout le monde se bat. C'est reparti. Et Montmorillon, bien sûr, ne va pas échapper à la règle. En 1585, les Huguenots se présentent aux portes de la ville, pour la conquérir, bien sûr. Alors la ville va tenter de se défendre avec ses habitants, sous les ordres d'un sénéchal courageux, André le Beau. Mais les Huguenots pénètrent dans la ville. Les habitants se réfugient dans l'église Notre-Dame. Ils mettent un guetteur dans le clocher pour savoir ce qui se passe. Et voilà que le guetteur annonce que les Huguenots remontent la rue du Brouard. Ils poussent devant eux une énorme pièce d'artillerie. Ils avancent, retournent la pièce, en bourrent la gueule, mettent un boulet dedans, visent la porte de l'église Notre-Dame. On met le feu, bam! La porte explose. Alors le sénéchal, n'écoutant que son courage, se précipite à cette porte. Il pense que son autorité va pouvoir faire quelque chose. Mais il y a les mercenaires des Huguenots. Ces terribles mercenaires, ces reîtres, ces lansquenets, ces gens qui vont dans le camp qui les paye le mieux, finalement. Peu importe la religion qu'ils défendent, ce qu'ils veulent, c'est piller, c'est violer, c'est tuer. Et ils tuent le sénéchal. Et puis ils pénètrent dans l'église. La population est là. Et ils vont lui faire subir toutes les horreurs de la guerre. Quand on évoque l'année 1789, on pense tout de suite à l'été,
à la chaleur, au mois de juillet, et bien sûr à la Révolution. Mais on ne parle plus de l'hiver 1788-1789. Et pourtant cet hiver-là fut terrible ici à Montmorillon. Terrible. L'un des plus froids qu'on ait connus. Alors, lorsque le froid est si vif, on le sait encore aujourd'hui, ce sont les plus pauvres qui en pâtissent. On ne peut pas vivre dehors par ce froid-là, et même si on est à l'intérieur, n'oublions pas qu'à l'époque, il n'y a pas de vitres aux fenêtres, c'est réservé au château, ça, aux gens très riches. Et l'hiver, on bouche les ouvertures avec de la paille comme on peut pour se protéger du froid, mais même là, le froid est terrible, il vient glacer les pierres, et les gens meurent, les pauvres meurent, les vieillards isolés meurent, et on ne les ramasse même pas. Il fait tellement froid, on ne peut pas creuser la terre. On attendra le dégel. La Gartempe est gelée. On passe à pied dessus. Ce n'est plus qu'un bloc de glace immense. Le froid a commencé par -6, puis -10, puis -12, -15. On est à -17 degrés, -17. Quel froid terrible en cet hiver, 1788-1789 sur Montmorillon. Et puis, voilà qu'au mois de janvier, il y a un brusque redout. La neige fond. L'eau dévale sur la Gartempe. La glace se brise. Des plaques entières de glace glissent et viennent s'accumuler sur le pont aux 3 arches à l'époque. 3 arches étroites. Et ces plaques de glace bouchent les arches. Et l'eau monte. Cela fait un barrage. Et si l'eau passe par-dessus le pont, cela va être une catastrophe et va envahir entièrement la ville basse, la détruisant. Alors pour empêcher cette catastrophe, il n'y a à l'époque qu'un moyen, s'en remettre à Dieu. Alors, clergé en tête, une procession de tous les habitants se dirige vers le pont pour supplier la Sainte Vierge qui est au centre, il y a une statue là, de faire quelque chose. Et quand la population est là, sur le pont, dans un fracas énorme, on entend brusquement les blocs de glace se briser les uns les autres, de telle sorte que l'eau peut passer sous les arches, la ville est sauvée. On s'en souvient encore de ce miracle du 14 janvier 1789. L'octogone, ce monument qu'on appelle aujourd'hui l'octogone, était autrefois la chapelle du Saint-Sépulcre, était autrefois la chapelle Notre-Dame de Pitié, c'était nommé également la chapelle Saint-Jean. Dans les archives, on voit également un autre titre, c'est le charnier, notamment à l'époque classique.
En fait, cet édifice est une chapelle de cimetière qui était autrefois au sein du cimetière de la Maison Dieu. Cette chapelle octogonale, comme son nom l'indique, a 8 côtés. Or, le chiffre 8 est le symbole de la Renaissance, le symbole de la résurrection. Au sein d'un cimetière chrétien où tous les défunts sont morts avec l'espoir de la résurrection, il est naturel d'avoir construit cet édifice octogonal, comme toutes les chapelles de cimetière l'étaient. C'était une réalité très fréquente au Moyen-Âge, qui a disparu bien sûr aujourd'hui. On a la chance à Montmorillon d'avoir conservé cet édifice qui est devenu totalement exceptionnel. Mais autrefois, les chapelles octogonales, les chapelles de cimetière étaient extrêmement fréquentes. Donc cet édifice est construit sur 2 niveaux. Il y a une chapelle basse à demi enterrée, qui est en fait un ancien ossuaire. Et puis la chapelle haute où nous nous trouvons tout de suite, c'est le lieu de prière où l'on venait prier pour les défunts. L'ossuaire était utilisé à chaque fois que le cimetière était trop plein. On vidait les vieilles tombes pour laisser de la place aux nouveaux défunts, aux nouveaux morts, celui qui prenait beaucoup de place, en récupérant les ossements. Ces ossements qui appartenaient à un chrétien attendant la résurrection. Au XVIIIe siècle, Don de Montfaucon, qui était donc un moine bénédictin très très érudit, et qui s'intéressait beaucoup aux architectures octogonales, est venu sans doute à Montmorillon en 1724. En tous les cas, il en a fait des dessins de l'octogone. Des dessins quelquefois un peu fantaisistes, mais des dessins qui témoignent bien qu'il avait analysé l'édifice. Et dès lors qu'il voyait une architecture octogonale, pour lui, c'était une architecture gauloise. Donc il a fait de l'octogone un temple druidique. Et de fait, il lui a éliminé tous ses titres chrétiens. Et c'est depuis lors qu'on nomme ce lieu l'octogone. Ça a été peut-être ce qui a sauvé le monument, notamment pendant la tourmente révolutionnaire, parce que à l'époque où les églises étaient plutôt vidées, pillées, quelquefois détruites, les révolutionnaires, sur la foi que ce monument était un édifice païen, ont même voté une subvention pour lui mettre une toiture neuve. Peut-être la toiture telle qu'on l'a connue jusqu'à il y a maintenant 2 ans, jusqu'en 97. Donc la toiture a été refaite lors de la dernière restauration, de 97 à 99, donc sous la responsabilité de M. Jeannot, architecte en chef des monuments historiques. Donc cette restauration a évidemment concerné l'ensemble de l'édifice, son environnement également, son intérieur, mais également la toiture. Notre travail dans la restauration nous oblige à faire des recherches en archives ou à consulter au moins les documents qui ont pu être dégagés par tel ou tel historien. Or, à l'analyse du bâtiment, et notamment de la charpente, on s'est aperçu que le couvrement actuel, la charpente, n'était pas d'origine, que c'était une charpente du XVIIe siècle. Et c'est cet aspect du monument, avec son couvrement du XVIIe, que l'on a voulu restituer dans notre travail de restauration. Les travaux de restauration que nous avons eu à réaliser sont des travaux de sauvegarde, d'entretien, je dirais même, de gros entretiens. Mais sa maçonnerie était parfaite, sa sculpture n'est absolument pas altérée. L'ensemble de l'édifice est dans un état absolument parfait. Le service des monuments historiques, dont je fais partie, a classé l'édifice très rapidement. Il l'a classé en 1840. La cathédrale de Poitiers, pour vous donner un exemple, a été classée après l'octogone de Montmorillon. Ça montre quand même son caractère exceptionnel et reconnu par les historiens d'art depuis fort longtemps. C'est un édifice qui est, je ne veux pas dire unique en France, mais quasiment unique. Et donc, sa portée patrimoniale dépasse le Montmorillonnais, dépasse le département de la Vienne, le Poitou-Charentes. C'est un édifice reconnu nationalement comme étant l'un des plus intéressants de son époque, compte tenu de sa forme. Et peut-être certainement au monde, il n'y a pas énormément d'édifices de cette qualité. Au monde, on pourrait dire que il est comparable à des grands édifices patrimoniaux mondiaux. Je ne veux pas dire que c'est l'équivalent des pyramides, c'est pas la même échelle du tout. Mais son originalité en fait un édifice d'exception.
les sources, les pierres qui guérissent, les petits saints guérisseurs sont dans cette région extraordinairement nombreux. Ainsi, au début du siècle, rien que dans la ville de Montmorillon, la ville simplement, il y avait 17 sources ou saints près desquels on se rendait à des dates précises pour faire un pèlerinage, en particulier pour faire ce qu'on appelait les voyages pour les enfants. Qu'est-ce que c'était qu'un voyage? Tous les enfants ont des problèmes de santé, c'est bon, les maladies infantiles, il y avait les fameux problèmes de convulsions, il y avait les problèmes de maladies d'enfance. Donc tout enfant devait, d'ailleurs ça se fait encore à notre époque, devait faire ce qu'on appelait un voyage. Il y avait une brave dame qu'on appelait une trieuse de voyage, un peu sorcière, un peu guérisseuse, un peu bigote, qui prenait un petit bout d'une chemise neuve de l'enfant, d'un vêtement neuf de l'enfant, et qui ensuite le jetait dans un baquet d'eau. Si le petit morceau de tissu s'imprégnait d'eau et descendait vers le fond, c'était tel saint. S'il restait à la surface, s'il tournait dans tel sens, c'était tel saint, telle source ou tel autre. Ensuite, on emmenait l'enfant, on le baignait ou on le passait un petit peu à l'eau de la source. On déposait une obole dans la chapelle du saint ou dans le lieu où le saint était vénéré. Ensuite, l'enfant revenait. Bon, était-il guéri, était-il pas guéri? Ça, c'est un problème de piété populaire. Alors, la plupart de ces saints étaient effectivement plus ou moins admis par l'Église, bien que ce ne soient pas des saints, disons, officiels du calendrier. Certains l'étaient un petit peu moins. On parle, par exemple, d'un certain Biroutin, comme son nom l'indique, ce saint Biroutin qui est toujours, d'ailleurs, il y a toujours des gens qui y vont, à Saugé, une petite commune tout près de Montmorillon. Ce saint Biroutin était censé soigner la puissance, donner du tonus aux gens qui vieillissaient un tout petit peu et qui avaient épousé de jeunes femmes. Alors là, le rite était beaucoup moins chrétien, et il est encore beaucoup moins chrétien que les rites des autres saints. Dans le français que l'on parlait à Montmorillon, on trouvait tout un tas de mots et d'expressions qui étaient parfaitement académiques, mais qui n'étaient plus employés, qui étaient désuètes dans les autres régions de France. C'est très frappant, et c'est curieux d'ailleurs, parce qu'il y a plein de mots que l'on trouve dans le parler montmorillonnais et qu'on va retrouver chez les Acadiens, qui sont originaires d'ailleurs de notre région, et que l'on retrouvera au Canada. Bon, et tous ces mots, par exemple, on ne vous dit pas que une valise va rentrer dans un coffre de voiture, mais qu'elle va loger dans un coffre de voiture. Lorsque un enfant se fait gronder par sa mère, il se fait fâcher, verbe transitif. Autre exemple, bien entendu, il y a la fameuse histoire, le sac de plastique devient la poche ou le pochon pour le tout petit sac. Il y a plein d'autres d'expressions, et certaines sont absolument géniales. Quand deux personnes ne se ressemblent pas du tout, on dit elles se ressemblent comme un pot puis une poêle. Bon, c'est merveilleux comme formule, et ces formules sont parfaitement françaises, mais désuètes. Oui, alors le petit pochon, ça c'est clair et net. Je pense que c'est très typique de Montmorillon et des environs, même, je me suis laissé dire qu'à Poitiers, ça se disait aussi. Mais moi, étant à Paris, quand quelqu'un me parlait d'un petit pochon, je leur disais d'où êtes-vous, automatiquement c'était de la Vienne. Ben couillon, ben c'est partout chez vous ça. Ben couillon, c'est montmorillonnais ça. Ben couillon. Tous les vieux, on cause patois entre nous autres là. Enfin, on veut pas un patois avec français écorché, on en dit un peu toutes les sauces. On se comprend. J'emploie des tas de mots, moi, du patois sur poitevin, c'est vraiment pas une langue, ni même un patois, parce que c'est souvent un français un petit peu dérivé. Moi, je dis souvent à mes enfants, arrête de pétaquer. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous pétaquer? Hein? Ben, c'est taper des pieds. Les gens pétaquent. Et vous entendez le mot? Il est génial ce mot, parce qu'on entend pétaquer, on entend le bruit. Il y a un mot aussi qu'Hector Bianchiotti m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu me le donnes ce mot? Mais je dis non, je te donne pas ce mot, il est à tout le monde. C'est le mot feurlasser. Ah, j'ai rien là pour le faire. Feurlasser, c'est froisser du papier. Si j'avais du papier et que je froisse le papier, je feurlasse le papier, vous entendriez le mot. C'est ça qui est génial dans les langues patoises, si vous voulez, c'est que les mots, un truc... Qu'est-ce qu'on dit souvent dans la famille? Ah bah oui, oh bah écoute, prends ça, ça va te donner du zigzornif.
Alors je ne sais pas si c'est Poitevin, mais c'est un mot que j'entends depuis que je suis toute petite. Ça va te donner du zigzornis, ça va te donner un coup de fouet, ça va te donner de l'allant, ça va te donner des trucs comme ça. L'autre jour, je disais au jardinier, je disais, mais écoutez, faut donner un coup de zigzornif à ces plantes. Il me regardait comme ça en disant, mais qu'est-ce que c'est que le zigzornif? Ah, le Caïfa, c'était une petite épicerie. Et le monsieur du Caïfa faisait ses tournées avec un triporteur. Mais il allait assez loin. Hein, Moi, je l'ai vu. Moi, je suis un peu plus âgé que ma femme. Je l'ai vu avec le chien qui traînait le triporteur. Ah, qui l'aidait, oui, qui était devant le triporteur. Voilà, qui était devant le oui, triporteur. Qui aidait le... Il faisait les tournées dans les villages. Et il y avait un vieux qui réparait la vaisselle. Une assiette cassée, tu portais, là-bas, il était sur le trottoir, et puis il perçait des trous, puis il mettait une petite agrafe, puis après il mettait du plâtre ou je sais pas quoi, puis c'était réparé. Bon. T'en avais un autre, on l'appelait Bouffe-tout. Il devait être plein de poux, il avait une barbe comme ça. Et il couchait dehors, lui, là-bas, sur le trottoir, là-bas, sur la place. Bouffe-tout. Il devait manger n'importe quoi. Et puis t'en avais d'autres, comme ça, il y en a un qu'on a bien connu, il s'appelait Fayou. Des gens gentils, ils n'auraient pas volé ni rien. Alors ils chantaient dans les rues, du matin au soir, t'en avais des comme ça. Oui, ben Fayou, il chantait « Les dames du haut, les dames du bas, de la drapie, en avez-vous pas? Nettoyez vos greniers, voilà le chiffonnier. » Les dames du haut, les dames du bas, de la drapie, en avez-vous pas? Nettoyez vos greniers, voilà le chiffonnier. La chanson de mon copain Fayou. Alors ça, c'était un spectacle. Et puis il y avait les gars qui buvaient le coup, parce que dans la grande rue, là, tous les jours, tu voyais un gars qui traversait la rue comme ça, en zigzag. Les soirs de foire, c'était encore pire. Ben, pour des drôles, tu sais, il y en a, je me rappelle, il y en avait un là, qui avait chou, qu'on l'appelait. Et ben, quelquefois, il avait du mal à traverser la place. Alors on était deux, trois drôles, alors on le prenait sous le bras, puis on l'aidait à rentrer chez lui. Ah, Cabuche. Alors ce type-là, il avait un clairon, et c'était le tambour de ville. Il avait un képi avec TDV, tambour de ville. Alors il nous disait que ça voulait dire tête de veau à l'époque. Et puis tous les enfants, il les appelait Magouluche. Dites-moi pourquoi, ce nom de Magouluche. Eh bien ça restait, alors les gosses, à la fin on l'appelait comme ça, Magouluche. Mais ça c'était un célèbre. Hein. Et c'était un spectacle, c'était ordinaire, on voyait ça tous les jours. Hein. Mais c'était un petit moment à passer qui n'était pas désagréable. La crise phylloxérique avait fait que, on avait été obligé de replanter de remplacer du moins, les anciens plants d'origine française, qui étaient d'ailleurs excellents, par des plants américains, type Othello, Noah, et par la suite des hybrides tels que les Sebel, mais ça n'a jamais donné un vin très bon à partir de la crise phylloxérique dans le Montmorillonnais. Hein. C'était un petit vin, on appelait ça le vin gris, quelquefois. C'était un petit vin qui était très faible en alcool, mais très agréable à boire. Du vin gris. C'était le vin gris du Montmorillonnais, et on en parle encore. Les gens de Mapindray ici vous diront « Veux-tu un coup de vin gris ?» Oui. Le vin, c'est du vin gris. Vin gris parce qu'il y a du vin rouge, hein, des Sebel, du Bacco, de l'Othello, ça s'appelle comme ça. Et puis il y a du noir. Le noir, c'est un vin blanc. Et quand tu le laisses fermenter jusqu'au bout, il fait 13 ou 14 degrés. Hein. Alors tu en bois 2-3 verres, puis tu vas chercher une botte de paille et puis tu le fous dessus, là. Ben, c'est taf, va vite. Hein. Il n'y a plus rien dans le cerveau. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois, je ne l'ai pas fait exprès, mais on est surpris. Et pourtant, on te prévient avant. Hein. Un bon copain, on avait été à la pêche aux écrevisses, et puis... Ah, il faisait chaud. Ah, coup de blanc. Oh, extra. Et puis au deuxième verre, il me dit, méfiez-vous, parce que celui-là, il calotte. Hein. Bon, puis 3 verres, alors... C'est fini, c'est foutu. Hein. Complètement fou, là.
Il y a une chose peut-être à préciser, parmi les étymologies, on ne sait pas bien d'où vient l'origine du nom Montmorillon. Bon, on pense que c'est Mont Morlhomme, Mont des morts passants, mais il y a une étymologie particulièrement fantaisiste qui voudrait qu'on ait produit à Montmorillon du Morillon, qui est un vin. Lui aussi, donc, le nom pourrait être d'origine vinicole. C'est peu probable d'après les spécialistes. La Cité de l'Écrit, c'est un très grand projet qui a été conduit à l'initiative notamment de Monsieur le maire et conseiller général de Montmorillon, Monsieur de Russey, qui a souhaité structurer sa ville autour du livre et des métiers de l'écrit. Nous avons donc travaillé pendant 2 ans, entre 1998 et 2000, sur ce projet qui a vu le jour au printemps 2000. Et le 9 juin dernier, nous avons inauguré, avec les présidents Monory et Raffarin, ainsi que Monsieur le maire et conseiller général, la Cité du livre et de l'écrit, c'est-à-dire ce quartier entièrement rénové, dont la rénovation, je tiens à le souligner, a été particulièrement réussie, où se sont installés de nombreux artisans du livre et des métiers de l'écrit. Au XVIIIe siècle, il y avait des moulins à papier sur la Gartempe, dont on a gardé le souvenir, sinon la trace. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de recréer ce pôle autour du papier, de l'écrit, du livre, et de le renforcer en définitive. On ne crée pas quelque chose à partir de rien, mais à partir d'un passé. Il y a eu une synergie qui s'est faite tout de suite entre le conseil général et la ville de Montmorillon, et c'est comme ça que nous avons avancé assez vite. Il faut dire qu'on avait aussi un avantage dès le départ, c'est qu'il existait un salon du livre à Montmorillon depuis les années 90, et donc on avait également un allié en la personne de Régine Deforges, ce qui était très important. Ah bah oui, non mais moi la renaissance de ce quartier, c'est vraiment pour moi un grand bonheur. D'avoir réussi à faire qu'il y ait des livres ici, qu'il y ait plusieurs librairies, parce que toute une activité se développe autour de l'écrit et du livre. Comment voulez-vous que je ne sois pas heureuse? Pour moi, c'est un vrai bonheur. Mais la Cité de l'Écrit, c'est un lieu où des gens peuvent venir voir comment on fabrique le papier, comment on imprime, comment on grave, comment on calligraphie, comment on relit des livres, comment on dessine, comment... C'est tout ce qui est lié à l'écrit, si vous voulez. Quand je vois ce qui est fait là, à Montmorillon, cette chance inouïe de faire que les gens peuvent à nouveau se flâner, se rencontrer, parler autour d'un verre, parler devant un bouquin, devant une exposition de photos, etc. C'est formidable. Alors comme les visiteurs, je dirais que c'est impressionnant d'avoir autant de professionnels sur un site. Et c'est très encourageant. C'est-à-dire qu'on peut travailler ensemble. Le calligraphe, je lui ai donné mon poème à faire,
parce que c'est son métier, et donc on va travailler ensemble, ça c'est intéressant. On est soudés, forcément, donc c'est ça le but. Hein. Il se révèle que la plupart des personnes qui sont venues ici sont d'abord par amour de leur métier, ça c'est déterminant, c'est pas l'appât du gain. Et je crois qu'il y avait une sélection qui avait été faite en fonction de ces critères, ce qui fait qu'il y a une ambiance à la fois conviviale, ça c'est extrêmement important, et une certaine fraternité de métier, d'amour des livres, d'amour du papier, d'amour des reliures. On n'est pas là uniquement pour vendre, c'est pas la FNAC ici. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent, on a un rapport, une relation, on parle des livres, peuvent s'asseoir, on peut discuter. C'est l'intérêt, parce que sans ça, j'en vois pas beaucoup. Hein. L'accueil des Montmorillonnaises et des Montmorillonnais a été très sympathique, encourageant, et ça, c'était quelque chose, un élément positif. Écoutez, les Montmorillonnais, dans l'ensemble, l'accueil a été cordial. Des gens sont venus spontanément, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans ce genre de projet, il y a toujours quand même beaucoup de réticence. Et là, on s'est rendu compte que les gens venaient vers nous spontanément, étaient ouverts, et puis avaient l'air d'être aussi conquis par le projet. Et tous les Montmorillonnais qui viennent amènent leurs amis, sont très très fiers d'avoir Ils font le guide finalement, hein, et ils amènent les amis. Ouais, c'est beau, faut venir. C'est vrai qu'ils sont très très positifs, tous. Les commerçants, tout le monde vient nous voir en disant faut que ça fonctionne, on est content. Donc c'est vraiment des énergies positives sans arrêt. Hein. Ça, c'est impressionnant. Nous sommes en train d'atteindre le but que nous sommes fixés. C'est au-delà de cette opération touristique et culturelle, faire en sorte aussi qu'il y ait une rénovation, un dynamisme et faire en sorte aussi qu'au centre-ville, eh bien, les gens y trouvent leur compte. C'est un projet qui est très fort. Tous les Montmorillonnais sont positifs, sont chaleureux. Donc ça fait un élan positif et je pense que ça va se développer. C'est pas la première fois que je viens dans la ville de Montmorillon. J'y suis venu dormir il y a 28 ans. Parce que je tournais à Bellac. Et l'endroit où on se reposait le soir, c'était Montmorillon. Alors ça a été ma première apparition. La deuxième, c'est aujourd'hui où je suis venu pour le Festival du Livre de Montmorillon. J'ai trouvé les gens, d'abord, j'ai trouvé très aimables, ensuite très courageux, parce qu'il faut voir les choses en face. Il a plu. Eh bien, les gens sont quand même venus sous la pluie. Je veux dire que j'ai beaucoup apprécié ça. Les gens viennent à nous pour découvrir nos recueils. On les accueille, bien sûr, du mieux que l'on peut. Et on les laisse parcourir les pages comme ça, les pages de nos poèmes, nos quatrains. Et puis on leur en dit, bien sûr, on essaie de déclamer nos vers de façon à les toucher droit au cœur. Apprenti ajusteur. Le poète a écrit page à page un recueil en artisan du mot, en artisan du livre, et Rimbaud lui sourit de son regard tout ivre dans le Val de Gartempe, où il eut bon accueil. Pour moi, l'important, c'est pas un salon du livre, c'est un festival où on rencontre des gens, où on rencontre le public, et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas spécialement de signer des livres, c'est de communiquer, quoi. J'aime vraiment les livres. Et je repars avec un livre ancien que j'ai acheté, je suis ravie d'avoir trouvé, donc rien que ça valait le coup de venir. Ce qui est très sympa, c'est que comme il y a plein d'auteurs, qu'on soit grand auteur parisien ou petit, il y a une simplicité dans les relations qui est tout à fait sympathique. Alors on s'échange des tuyaux, c'est très agréable. Habitué des salons du livre, généralement c'est, j'allais dire, un peu plus académique, et tout l'intérêt, effectivement, là il y a le côté convivial qui est en avant, et c'est très intéressant pour nous. De la convivialité, vous savez, ça englobe beaucoup de choses, la convivialité. Ça bouge, c'est pas inerte, on sent que les gens d'ailleurs ont pris plaisir à venir. Ceux qui me connaissent m'achètent automatiquement notre ouvrage et ceux qui ne me connaissent pas me demandent justement d'où je viens, qui je suis, ce que j'ai écrit. Donc c'est une excellente publicité, si vous voulez.
Les lauriers combleront de bonheur et de gloire le fervent rimailleur, apprenti ajusteur, joaillier, créateur, bijoutier, poinçonneur, de bijoux, de diamants, gravés en sa mémoire.